Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux déjà ce matin. J'espère que vous êtes tous et toutes en forme parce qu'une grosse journée de conférences et de spectacles nous attend. Et donc, dès ce matin, nous parlons d'astrophysique, de cosmologie avec Marc Lachaiseray, que je suis très heureux d'accueillir de nouveau à Time World. Je dis de nouveau parce que Marc Lachaiseray était déjà présent en 2019 à l'édition qui était consacrée au thème du temps. Donc tu es directeur de recherche au CNRS, à l'APC, laboratoire APC Astroparticules et Cosmologie. Il y a 2 ans, tu nous as démontré par A plus B que le temps n'existe pas. Je ne pense pas qu'aujourd'hui tu vas nous démontrer la même chose pour le hasard, quoique, je ne sais pas. En tout cas, tu vas te demander si l'évolution cosmique est soumise ou non au hasard. Bonne conférence et bonne journée à toutes et à tous. Donc ta question, c'était l'univers relève-t-il du hasard ou quelque chose d'approchant? Et donc c'est évidemment cette question qui va être au cœur de mon exposé, mais je pense que la question justement n'est pas tant de répondre par oui ou par non, mais de savoir s'il est possible ou non de donner un sens à cette question. Et l'orateur précédent, mathématicien, a évoqué la question est-ce que le hasard existe, en précisant bien que lui, en tant que mathématicien, ne donnait pas de réponse à cette question. Et est-ce que le hasard existe dans la physique, puisque quand on est astrophysicien ou cosmologue, on est avant tout physicien. C'est une question qui est très intéressante et on s'aperçoit que le hasard, c'est pas vraiment une notion définie objectivement, mais c'est plutôt quelque chose qui concerne le regard subjectif et personnel qu'un observateur peut poser sur les phénomènes physiques. Et dans le cas particulier de la cosmologie, qui est une branche de la physique qui s'intéresse à l'univers, eh bien, la notion de hasard, si on veut essayer de l'appliquer, elle prend un sens très particulier. Et je veux montrer ici que quand on essaye justement de donner un sens au hasard en cosmologie, c'est-à-dire quand on essaye d'appliquer la notion de hasard en cosmologie, on est conduit à des sortes d'excès qui, à mon avis, sont plutôt nuisibles à la cosmologie que d'apporter des contributions intéressantes. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que quand on est en physique, et bien souvent dans les sciences, on essaye de quantifier les phénomènes. Et si on veut parler de hasard, on va vouloir quantifier cette notion de hasard. Et comme vous l'avez entendu dans l'exposé précédent, quantifier le hasard, c'est parler de probabilité. Donc, on a envie d'utiliser la notion de probabilité et de l'appliquer à l'univers. Le problème, c'est que quand on parle de probabilité d'événements, ça s'applique dans des situations où on a plusieurs occurrences des événements. C'est-à-dire pile ou face, perdre ou gagner un jeu, élire Macron ou Le Pen, ce qui veut dire qu'on peut perdre d'ailleurs dans tous les cas, mais il y a plusieurs occurrences quand on parle de probabilité. Or, quand on applique la notion de probabilité à l'univers, eh bien l'univers, il n'y en a qu'un. Il n'en existe un seul, évidemment. Donc, il y a déjà immédiatement une sorte de contradiction qui apparaît entre le fait que la notion de probabilité exige plusieurs occurrences, exige même ce que l'on peut appeler un espace d'occurrence du point de vue des mathématiciens, je reviendrai sur cette notion, alors que l'occurrence de l'univers est par définition unique. Quand on applique la notion de probabilité en physique, en général, il y a plusieurs occurrences. Par exemple, quelle est la probabilité que quand une étoile se forme, il y ait 5 planètes ou 10 planètes autour? Eh bien, le phénomène de la formation d'une étoile, il s'est produit 200 milliards de fois dans notre galaxie, il s'est produit 200 milliards de fois sans doute dans chacune des galaxies. Donc, il y a plusieurs occurrences et il y a un sens bien précis à parler de probabilité, parce que si je vous dis, par exemple, la probabilité que quand une étoile se forme, elle se forme accompagnée de 10 planètes, si je vous dis cette probabilité vaut tant, on peut compter les systèmes planétaires et vérifier si ce que je viens de vous dire est exact ou non.
Donc cette quantification a un sens. Tandis que si j'essaye d'appliquer cette notion de probabilité à l'univers, on est obligé de parler d'autres occurrences de l'univers, ce que certains appellent les autres univers, et il faut, comme ils n'existent pas, il faut les imaginer. Donc, quand on veut s'intéresser à des questions du genre de l'univers est-il probable ou non, l'univers relève-t-il ou non du hasard, on est forcément conduit à parler d'autres univers. Ce sont des univers qu'on imagine. L'univers aurait pu être comme ceci, comme cela. Très bien, mais il faut faire attention parce que il y a des physiciens et il y a des gens qui ont tendance à vouloir dire que ces autres univers sont réels. C'est-à-dire qu'on peut faire de la physique en comparant notre univers à ces autres univers, etc. Donc il y a un danger qui est vraiment très présent et que d'ailleurs on trouve malheureusement dans certains articles, souvent de vulgarisation et quelquefois malheureusement aussi des articles plus techniques. Et il y a aussi un deuxième danger que j'appelle le danger de l'affreux mélange. C'est-à-dire que vous avez envie de parler de la probabilité de notre univers, donc vous allez imaginer d'autres univers. Par exemple, vous allez imaginer un autre univers où la loi de gravitation est 2 fois plus intense ou 2 fois moins intense. Et puis vous demandez si cet univers, qu'est-ce qui se passerait et est-ce que il est plus ou moins probable que notre univers à nous. On va voir tout à l'heure comment on peut s'intéresser à des questions de ce genre. Mais vous avez peut-être entendu parler de la notion d'autres univers en physique quantique. En physique quantique, il y a des interprétations différentes de la physique quantique, comme vous le savez. Il y a une interprétation qui est connue sous le nom d'univers multiple, qui est due à un physicien qui s'appelle Everett. Ça date des années, je ne sais plus, peut-être 1940 ou 1950. Et on appelle ça l'interprétation en univers multiple, bien que c'est pas ce que disait Everett. Ça ressemble, mais c'est pas ce que ça disait. Toujours est-il qu'il y a des physiciens et il y a des gens qui s'intéressent à la physique qui s'intéressent à cette interprétation en univers multiple et qui la comprennent en sens d'existence d'autres univers, ce qui en fait n'est pas le cas parce que dans cette interprétation, quand on regarde bien, il y a un seul univers, un univers quantique qui a plusieurs branches. Mais on a envie d'appeler ça autres univers et c'est un petit peu ce qui se passe dans la vulgarisation courante. Et l'affreux mélange dont je parlais, le danger, c'est que il y a des physiciens qui confondent les évocations d'autres univers dont on a besoin si on veut parler de la probabilité de notre univers avec ces autres univers qui sont évoqués dans le cadre de certaines interprétations de la physique quantique. Donc là, on arrive à du grand n'importe quoi et c'est pourquoi je vais essayer de vous montrer en quoi il faut être particulièrement précautionneux quand on veut appliquer ces notions de hasard ou de probabilité à la cosmologie. La cosmologie qui, comme vous le savez, c'est l'étude de l'univers dans son ensemble. Donc ça repose évidemment sur le pari que on a quelque chose à dire de l'univers dans son ensemble. L'univers, ça contient tout, bien sûr. Ça contient les étoiles, les planètes, les galaxies, les chaises, les tables, les êtres vivants. De chacune de ces classes d'objets, on peut parler, mais c'est pas pour ça qu'on parle de quelque chose dans l'ensemble. Donc, est-ce que ça a un sens ou non de parler de l'univers dans sa globalité? C'est une question qui a été pas mal remuée par les philosophes, mais qui a été reprise par les scientifiques, et notamment avec la naissance d'une cosmologie vraiment scientifique qui coïncide avec la naissance de la relativité générale au début du XXe siècle. Ça n'est pas une coïncidence. J'ai pas ici le loisir de vous expliquer toute cette histoire, mais on peut très bien comprendre que c'est la relativité générale qui a donné un sens à cette attaque scientifique de la cosmologie, donc à la naissance de ce qu'on peut appeler la cosmologie scientifique ou la cosmologie relativiste, puisque on peut considérer que c'est une branche de la relativité générale. Cette cosmologie s'attaque à plusieurs problèmes.
de l'univers, à savoir, par exemple, est-ce que l'univers est grand, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il a une extension infinie, est-ce qu'il évolue ou est-ce qu'il est statique, est-ce qu'il a un début, est-ce qu'il a une fin. Quand on va être dans le cas de la relativité générale, on peut se demander est-ce que l'espace a une courbure ou non. Dire qu'il n'a pas de courbure, c'est dire qu'il est plat, ou alors est-ce qu'il est presque plat. Donc la cosmologie se consacre à répondre à des questions de ce genre. Et depuis que la relativité générale existe, c'est-à-dire depuis 1916-1917, ces questions-là sont formulées dans le cadre donc, de cette théorie de la relativité générale en termes de géométrie de l'espace-temps. C'est-à-dire que la plupart des questions que je viens de mentionner deviennent des questions qui concernent la géométrie de l'espace-temps. Et si vous suivez un petit peu la littérature, si vous lisez les revues d'astronomie ou d'astrophysique, vous savez que depuis un siècle, il y a eu énormément de résultats concernant la cosmologie, à partir de l'observation des planètes, des galaxies, des quasars, du fond diffus cosmologique, différents rayonnements. Et ce que vous savez peut-être moins, c'est que chacun de ces résultats peut s'interpréter comme une caractéristique de la géométrie de l'espace-temps, d'un point de vue technique, d'un point de vue géométrique, dans le cadre de la relativité générale. La plupart des questions cosmologiques, toutes celles que j'ai mentionnées, se ramènent à connaître certains aspects de la géométrie de l'espace-temps. Bon, c'est pas tellement ça notre sujet aujourd'hui, mais enfin je crois que c'est important de le dire. Et ce qui est intéressant, c'est que ces questions que j'ai mentionnées, on commence à y apporter des réponses. C'est-à-dire que on sait, par exemple, vraisemblablement, que l'univers existe depuis 13 milliards d'années. On sait qu'il n'est pas statique, mais qu'il est en expansion, et on a même à peu près mesuré ce taux d'expansion qu'on appelle constante de Hubble. On sait que les sections spatiales de l'espace-temps sont à peu près plates, avec, évidemment, on a toujours une précision limitée quand on fait des observations. Et c'est là qu'arrive une deuxième collection de questions. Oui, l'univers est plat, mais pourquoi est-il plat? Oui, l'univers est en expansion, mais pourquoi est-il en expansion? Pourquoi le taux d'expansion que l'on mesure a-t-il cette valeur? Et on peut généraliser. Pourquoi la constante de gravitation a-t-elle cette valeur? Si on décrit la gravitation par la loi de la relativité générale ou par la loi de Newton, c'est pareil, ça fait intervenir une constante G, qu'on appelle la constante de Newton. On mesure sa valeur par des expériences. D'ailleurs, on a une précision assez mauvaise sur la valeur de G. Bon, peu importe, c'est pas la question. Mais quand Newton énonce sa loi au XVIIe siècle, il énonce sa loi avec G, mais il n'a aucune raison, aucune explication à la valeur de G. C'est-à-dire, il met G dans son équation et il dit le G, il faut le mesurer. Et depuis Newton, il y a eu une série d'expériences jusqu'à aujourd'hui qui mesurent G de plus en plus précisément. Bon, avec des problèmes, les problèmes sont très intéressants, mais enfin, en oubliant cette question un peu particulière, la valeur de G, c'est pas du tout quelque chose qui est donné par les lois de la physique, c'est quelque chose que l'on mesure. Alors pourquoi G a-t-il la valeur qu'il a et pas une autre? Eh bien, on ne le sait pas. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que mesurer G, ça veut dire quoi? Je mesure G, et ça s'applique à n'importe quelle constante de la physique. Mesurer G, ça veut dire montrer que si G avait une valeur différente, eh bien l'univers ne serait pas comme il est. C'est exactement ça, le principe d'une mesure en physique. Je mesure une grandeur, ça veut dire que je suis en train de montrer qu'il est impossible que cette grandeur ait une autre valeur. Autrement dit, si cette grandeur avait une autre valeur, l'univers ne serait pas comme il est. J'insiste sur ce fait, c'est-à-dire que vraiment c'est le principe d'une mesure, parce que vous avez peut-être entendu parler de quelque chose qui est lié à ces questions de probabilité, de hasard, en lien avec l'univers, qui est le principe anthropique. C'est-à-dire que, justement, ça a été appliqué à la valeur de G. Certains tenants de ce principe, entre guillemets, je mets des guillemets parce que pour moi, ça n'est pas un principe, mais on l'appelle quand même comme ça, disent, oui, si G, la constante de gravitation, avait eu une valeur différente, l'univers serait différent et l'homme ne pourrait pas y exister. Donc, c'est pour ça que G a cette valeur-là et pas une autre. Mais vous voyez bien que
c'est absolument inutile de faire ce raisonnement, puisque quand vous mesurez G, c'est déjà ce que vous avez fait. C'est-à-dire, vous avez déjà montré que si G avait une valeur différente, l'univers serait différent. Alors, pas besoin de faire intervenir les hommes là-dedans, pas besoin de donner un caractère anthropocentrique. Ça pourrait être légitime dans certaines situations, mais c'est complètement inutile. C'est complètement inutile, et même dans certaines situations, c'est nuisible. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, si j'ai le temps. Alors, si on s'intéresse à la relation entre l'univers et le hasard, il y a deux points de vue que l'on peut adopter. Premièrement, c'est l'univers, l'existence même de l'univers et ses propriétés relève du hasard. C'est-à-dire, l'univers est grand, et ben par exemple, on va dire c'est par hasard, ou au contraire, c'est pas par hasard. L'univers est en expansion, c'est par hasard, ou c'est pas par hasard. Bon, donc on peut envisager les choses de cette manière. Mais on peut aussi les envisager d'une autre manière en disant, dans l'univers, il y a de l'évolution. Est-ce que dans cette évolution, il y a du hasard? C'est-à-dire, est-ce que l'évolution, on pourrait le dire d'une autre manière, elle est non déterministe? Donc, je vais d'abord régler, je ne vais pas la régler, bien sûr, ça serait très arrogant de dire ça, mais vous parlez de cette question de la possibilité du hasard dans l'évolution, et là, je crois qu'il faut distinguer le hasard classique et le hasard quantique. Quand on est en physique, il y a deux notions de hasard qui sont vraiment différentes, le hasard classique et le hasard quantique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le hasard classique, c'est-à-dire celui de notre vie de tous les jours, celui de la physique statistique, celui qui sous-tend la thermodynamique et finalement celui qui évidemment obéit aux lois mathématiques qui ont été exposées tout à l'heure, eh bien, il a une propriété, c'est premièrement qu'il conserve les probabilités. C'est-à-dire que si il y a du hasard classique dans une évolution, dans l'évolution d'un système physique, ça veut dire que si ce système est dans un état probable ou improbable à la fin, l'état dans lequel il se trouvait au début avait le même caractère de probabilité ou d'improbabilité. C'est une évolution qui conserve le hasard, c'est ce qu'on appelle une évolution unitaire. Alors, on a souvent du mal à s'en apercevoir parce qu'on ne regarde pas les choses sous le bon angle, mais c'est comme ça. Et j'ai eu le plaisir d'écouter il y a 2 jours l'exposé de mon fils qui est statisticien probabiliste, et qui a expliqué que dans le hasard, il y avait des certitudes. Dans une évolution qui est due au hasard, il y a des certitudes, et finalement, c'est pour ça qu'on arrive à faire de la physique, parce que on sait par exemple que la thermodynamique, aujourd'hui on l'interprète en termes de physique statistique, quand vous avez une évolution thermodynamique ou même l'évolution de n'importe quel système macroscopique, en fait, en physique, c'est l'évolution d'un très très grand nombre de milliards de petites particules, et ces évolutions de petites particules, par exemple dans un verre d'eau, ça relève du hasard. Et le miracle qui nous permet de faire de la thermodynamique, de la physique statistique et de la physique tout court, c'est que bien que les mouvements de toutes ces petites molécules soient au hasard, eh bien, l'évolution du verre d'eau qui les contient, on peut quand même en dire des choses, on a à ce propos des certitudes. Et finalement, lorsque le hasard s'applique avec un très grand nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire qu'avec un très grand nombre de protagonistes, eh bien, on arrive à des certitudes. Et ça, on l'a très bien vu dans l'exposé précédent, où c'était formalisé. Lorsqu'on fait un très grand nombre de tirages, même si ces tirages sont totalement aléatoires, on arrive à des certitudes, par exemple, sur la valeur moyenne ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui sous-tend la légitimité de la physique. Donc, si vous voulez imaginer que, oui, aujourd'hui, l'état de l'univers est très improbable, mais il était beaucoup plus probable au début, et il y a eu une évolution qui a changé la probabilité. Ça ne peut pas être dû au fait que l'évolution se produit au hasard avec la notion classique de hasard. Alors maintenant, on peut se demander, est-ce que le hasard quantique pourrait faire l'affaire? Parce qu'il est bien connu que
Certains interprètent le hasard quantique comme une sorte de hasard fondamental qui introduirait de l'indéterminisme dans la physique. Et l'indéterminisme dans la physique, c'est finalement quelque chose qui veut dire que les probabilités ne sont pas conservées. Et vous savez peut-être, si vous connaissez la physique quantique, qu'il y a deux sortes d'évolution, une évolution qu'on appelle unitaire, et une autre évolution qu'on appelle quelquefois mesure ou collapse de la fonction d'onde, peu importe, ou décohérence, qui, elles, ne conservent pas les probabilités. Bon, alors, cette question, elle est, je pense, toujours ouverte, parce que si vous avez écouté l'exposé d'Hervé Zwirn il y a 2 jours, sur justement le hasard et la physique quantique, il a bien expliqué que la question de savoir si la physique quantique impliquait ou non un indéterminisme, elle était ouverte. C'est-à-dire vous allez trouver parmi les physiciens certains qui vont vous dire la physique quantique, oui, ça implique que l'évolution est indéterministe, et d'autres qui vont vous dire non, 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 la physique quantique est compatible avec le déterminisme, donc c'est une question qui n'est pas réglée. Alors, est-ce que on pourrait imaginer que une évolution qui fait intervenir la physique quantique, une évolution de l'univers qui fait intervenir la physique quantique, ait pu le faire passer d'un état probable à un état improbable, ou d'ailleurs l'inverse, d'un état improbable à un état probable? Oui, on peut, mais il y a beaucoup de problèmes, parce que, encore, comme je viens de vous le dire, on ne sait pas s'il y a ou non de l'indéterminisme dans la physique quantique. On ne sait pas non plus si l'univers, évidemment, par définition, il y a un très grand nombre de degrés de liberté. Combien il y a de particules dans l'univers, par exemple. On pense que dans la partie observable de l'univers, il y en a 10 puissance 80. C'est un grand nombre. C'est pas tout à fait le 10 puissance 100 qui a été évoqué tout à l'heure, mais enfin 10 puissance 80, c'est beaucoup. Donc, il y a quand même ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que même dans une interprétation, dans une évolution aléatoire, lorsqu'il y a beaucoup de degrés de liberté, il y a des certitudes. Donc, est-ce que ces certitudes sont suffisantes pour qu'une évolution, même obéissant au hasard quantique, n'altère pas le caractère probabiliste, hasardeux ou non, de l'univers? On ne sait pas. Et puis, la physique quantique, on ne sait pas, par exemple, comment elle interagit avec la gravitation, alors que, évidemment, lorsqu'on s'intéresse à l'évolution de l'univers, il n'est pas question de ne pas prendre en compte la gravitation. Donc, on ne sait pas du tout comment la physique quantique peut intervenir dans l'évolution de l'univers. Est-ce qu'elle intervient? Si on croit à la physique quantique, telle qu'elle est aujourd'hui, il est à peu près certain qu'elle doit intervenir d'une manière ou d'une autre, d'une manière que l'on ne connaît pas. À la limite, si vous voulez, il y a beaucoup de physiciens qui pensent que la cosmologie elle-même doit être quantifiée. C'est-à-dire que quand on parle de l'évolution de l'univers, ce qu'on décrit aujourd'hui par les modèles de Big Bang, il y a beaucoup de physiciens qui pensent qu'on doit passer d'une description que j'appellerais classique de l'évolution de l'univers, c'est nos modèles actuels qu'on appelle les modèles de Big Bang, qui sont dessinés dans le cadre de la relativité générale, qui est une théorie non quantique. Donc beaucoup de physiciens pensent qu'on devrait passer de cette description classique de l'évolution de l'univers à une évolution quantique. Un petit peu de la même manière qu'on est passé de la description de la physique newtonienne, la dynamique par exemple d'une particule, qui était ce qu'on pensait au XIXe siècle, pour simplifier, à une description quantique. Et vous savez que le comportement de la particule quantique, il est très différent du comportement de la particule classique. Bon, est-ce que quand on va essayer d'appliquer la physique quantique à l'univers entier, le comportement quantique de l'univers va être ou non très différent du comportement classique? On ne le sait pas du tout. On a quelques idées, non pas sur le comportement actuel de l'univers, mais le comportement dans sa phase primordiale, juste après le Big Bang. Mais tout ça est très incertain et ça n'est pas encore au point. On ne sait même pas si oui ou non la cosmologie relève d'une description quantique. C'est-à-dire l'idée qu'il existe une théorie de cosmologie quantique, c'est une théorie qui est
partagée, c'est une idée qui est partagée par beaucoup de physiciens, mais on n'est pas du tout sûr que ça existe. Parce que s'il existe une cosmologie quantique, comme la gravitation joue un rôle très important dans l'évolution de l'univers, ça veut dire que la gravitation doit être incluse dans cette théorie de cosmologie quantique. Donc on doit avoir aussi une théorie de gravité quantique, de gravitation quantique. Et ça, on ne l'a pas du tout. On est très loin de l'avoir. Déjà, Einstein et ses contemporains avaient souligné le besoin, en tout cas l'appel de cette gravité quantique, d'une théorie quantique. Et je peux dire que depuis un siècle, tous les physiciens théoriciens ont consacré une bonne partie de leurs efforts à trouver une théorie de gravité quantique. Bon, moi-même, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Aujourd'hui, on en est à un stade où on peut dire que oui, on a avancé, on a des idées nouvelles et intéressantes, mais on n'a pas de théorie de gravité quantique. Bon, tout ceci pour dire que la possibilité qu'il y ait du hasard dans l'évolution de l'univers, oui, je dirais même oui, certainement. Oui, il y a du hasard, enfin, en tout cas de notre point de vue, parce que si je regarde une étoile dans notre galaxie, je ne sais pas si cette étoile, quand elle s'est formée avec une planète, 2 planètes, 50 planètes autour d'elle, mais je sais grosso modo que, en moyenne, une étoile doit s'être formée avec, je ne sais pas à combien on en est, mais on commence à avoir justement une vision statistique moyenne, bien que ce soit un processus qui relève du hasard. Donc, dans l'évolution de l'univers, il y a du hasard dans le sens classique, mais ce hasard est tellement distribué sur un grand nombre de degrés de liberté, dans ce que je viens de dire, sur un grand nombre d'étoiles, que finalement, on peut l'oublier, et l'évolution globale de l'univers, en gros, elle ne change pas beaucoup les choses, je pense, du point de vue du hasard et des probabilités. Il me reste 3 minutes. Bon, j'ai fait à peu près le quart de mon exposé, donc tout va bien. Alors, un problème que l'on peut attaquer de manière précise, c'est la question de l'homogénéité. Donc, comme je l'ai dit, il y a énormément de questions que l'on peut se poser, du genre pourquoi l'univers est-il grand ou petit, pourquoi est-il en expansion, pourquoi est-il plat, mais j'en choisis une de ces questions, je pourrais faire le même exposé à propos de n'importe laquelle de ces questions. Il y en a une qui est un peu à la mode, c'est pourquoi l'univers est-il homogène ? Pourquoi l'univers est-il homogène ? Pourquoi cette question intéresse les gens ? Eh bien parce qu'il y en a qui vont dire l'univers apparaît assez homogène quand on regarde la distribution des galaxies à grande échelle, quand on regarde le fond diffus cosmologique, mais finalement, c'est très improbable que l'univers soit justement homogène. Et puis, il y en a d'autres qui vont vous dire, au contraire, l'univers, le plus probable, c'est qu'il soit homogène. Qui a raison ? Est-ce qu'il y a plus de sens à dire il est très improbable que l'univers soit homogène, ou bien il est très probable que l'univers soit homogène ? On peut essayer de quantifier, on va mettre un petit paramètre qui mesure l'homogénéité. Bon, évidemment, l'homogénéité n'est jamais parfaite, il y a des amas de galaxies, des superamas. Donc aujourd'hui, on peut mesurer le degré d'homogénéité de l'univers. Appelons ça un nombre E, peu importe la valeur de E, ça dépend comment on l'exprime. Et on va se dire, pourquoi E est-il si grand ? Ou bien pourquoi E est-il si petit, finalement ? Parce que si vous mesurez aujourd'hui le degré d'homogénéité de l'univers à la valeur E, eh bien, ça pourrait être aussi bien 1000 fois E, beaucoup plus grand, ou bien E sur 1000. Donc aujourd'hui, dire que l'univers est très homogène ou très peu homogène, ça n'a pas de sens. On peut dire aussi bien l'un que l'autre. Et alors, si vous voulez vous dire maintenant, est-ce qu'il est probable ou non que l'univers soit homogène ? On va essayer de quantifier le problème en disant, est-ce que la valeur de E, degré d'homogénéité que l'on mesure, est une valeur probable ou pas ? Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut imaginer les autres univers qui ont d'autres valeurs de E, c'est-à-dire qui sont plus qui sont plus homogènes ou moins homogènes. Donc il faut imaginer une collection d'univers qui ont des homogénéités différentes. Très bien, imaginez comment ils évoluent. D'accord, on peut imaginer ça, les cosmologues aiment bien faire ce genre de choses, mais ça suffit pas, parce qu'il faut ensuite assigner une probabilité à chacun. C'est pas parce que vous avez des nombres comme ça que chaque nombre a une probabilité égale. Donc, il faut
faire ça. On a un espace d'occurrence de d'univers imaginé. À chacune de ces occurrences d'univers qui a une homogénéité différente, il faut assigner une probabilité. Et ça, on ne sait pas faire. On appelle ça le problème de la mesure, parce que du point de vue mathématique, assigner des probabilités dans un espace d'occurrence, c'est très exactement construire ce qu'en mathématiques on appelle une mesure. Donc problème de la mesure, attention à ne pas confondre avec le problème de la mesure en physique quantique, c'est quelque chose de complètement différent, qui sous-tend la cosmologie. Qu'est-ce qui pourrait nous donner des informations là-dessus? Ce serait justement une cosmologie quantique ou une gravité quantique que nous n'avons pas. Donc aujourd'hui, on est incapable de donner un sens à tout ça. Mais donc, deux conclusions. La première, c'est que y a des tas de gens qui vont vous dire, oui, l'univers, il est à peu près homogène, c'est très improbable. Ou au contraire, d'autres qui vont vous dire, c'est très probable. Et puis, parmi ces gens-là, dans les deux cas, il y en a qui vous disent, l'homogénéité d'aujourd'hui, elle résulte d'un état initial différent. Par exemple, qui était moins homogène. Et dans ce cas-là, on va essayer d'inventer un processus qui, partant d'un univers un peu moins homogène, arrive à un univers homogène. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Mais en fait, ça ne résout rien du tout, parce que la valeur de E qu'il y avait, qui était très forte au début, finalement, elle est improbable aussi, comme toutes les valeurs sont improbables, comme les valeurs qui étaient évoquées tout à l'heure par le mathématicien, 500 c'est improbable, E c'est peut-être improbable, mais 1000 fois E ou 1 million de fois E, c'est improbable aussi. Donc attention, parce que à partir de ces raisonnements qu'on essaye de faire sur les probabilités de l'univers, sur le caractère hasardeux ou non de l'univers, on arrive à des raisonnements qui sont souvent biaisé, et on arrive aussi à cet affreux mélange dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire à imaginer des autres univers. Oui, évidemment, on en a besoin pour appliquer la notion de probabilité, mais certains sont tentés de dire « ces autres univers, ils existent ». Donc la physique a montré qu'il existe d'autres univers. Non, attention, la cosmologie, c'est pas ça. La cosmologie, c'est une branche de la physique où, en principe, on est limité à faire des observations que l'on peut vérifier, soit par des observations, soit par des expériences, comme on l'a fait avec grand succès depuis un siècle. Merci. Oui, merci pour cet exposé. J'avais une question à vous poser, c'était celle de l'anthropocentrisme que vous avez un petit peu évacué au début. Moi, il me semble que c'est une question centrale, puisque le fait qu'on se pose la question aujourd'hui d'autres univers possibles, quelle serait la forme de ces univers, etc., on voit bien que c'est la question un petit peu d'un gagnant au loto, mais en fait, dans lequel l'hypothèse du perdant ne serait pas validée, en fait. Je m'explique. En gros, même si la probabilité que l'on gagne au loto est extrêmement élevée, dans toutes les autres hypothèses, la question ne se pose pas. Donc la question anthropocentrique, à mon avis, est fondamentale. J'aimerais que vous parliez un petit peu de ce rapport entre l'observateur et l'observation, c'est-à-dire l'univers, et en quoi est-ce que finalement le fait qu'on se pose la question est déjà une preuve qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres univers possibles. Bien sûr. Je comprends très bien la question. Évidemment, c'est un très vaste sujet. Bon, donc le fait que l'on soit là pour observer et que si l'univers était différent, on ne serait pas là, ça n'est une preuve de rien du tout. Comme je vous l'ai dit, le fait que l'univers soit compatible avec l'existence de l'homme, c'est une sorte d'évidence qui est déjà prise en compte dans la physique, mais si vous voulez, pas plus que on observe des cailloux, donc l'univers doit être compatible avec l'existence des cailloux. On observe des ânes, donc l'univers doit être compatible avec les ânes. Donc il y a un grand cosmologue français qui n'est pas très connu, qui est un grand mathématicien aussi, qui s'appelle Jean-Marie Soriot, qui proposait de remplacer le principe anthropique par le principe asinique. C'est-à-dire, au lieu de dire il y a la présence de l'homme dans l'univers, donc l'homme doit être compatible avec la présence de l'homme, il y a des ânes dans l'univers, donc l'univers doit être compatible avec la présence des ânes.
c'est vrai, ça a exactement la même portée explicative. Et voilà, c'était pour montrer ce caractère. Tous les deux sont inutiles, et je dirais que non seulement le principe anthropique est inutile, mais qu'il est nuisible. Et je vous donne un exemple, par exemple. En 1917, après la relativité générale, il y a eu le premier modèle cosmologique proposé par Einstein et puis un autre modèle cosmologique proposé par De Sitter. Sauf que ce modèle cosmologique proposé par De Sitter, il était vide. Donc, l'application du principe anthropique vous disait tout de suite, dans cet univers vide, l'homme ne peut pas exister, donc ce modèle est à rejeter. Et il se trouve qu'aujourd'hui, après un siècle d'observation, le modèle cosmologique qui décrit le mieux notre univers, c'est à peu près le modèle de De Sitter, à une toute petite variante près. Donc voilà un cas où non seulement le principe anthropique est inutile, comme il l'est la plupart du temps, enfin toujours, mais il est même nuisible. Alors évidemment, si vous êtes un théologien, le principe anthropique vous intéresse beaucoup, parce que vous vous dites, l'univers a été créé pour que l'homme puisse y apparaître. Mais là, on n'est plus dans le cadre de la physique du tout. Et si vous voulez, laissons les théologiens faire de la théologie. Et d'ailleurs, certains d'entre vous vont aller écouter Jacques Arnoux très bientôt. Mais voilà, quand on fait de la physique, non, il ne faut pas s'embarrasser de trucs comme ça. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Je trouve que vous avez été très convaincant sur la question du hasard, enfin, sur la question fondamentale, est-ce que l'univers existe par hasard, qui est en fait une question qui n'a pas de sens. Et au fond, la question des univers multiples, pourquoi notre univers serait plus probable que d'autres, revient à une question qui est de nature métaphysique, qui me fait penser à Leibniz. Dieu a créé le meilleur des mondes possibles, mais on est dans la métaphysique, on n'est pas dans la physique. Par contre, je voudrais vous poser une question qui concerne notre univers, en laissant la question des univers multiples. Et pour moi, peut-être, enfin, je me permets de dire ça, j'ai l'impression que vous ne répondez peut-être pas à une question qui est le rôle du hasard dans l'évolution cosmique. Oui. Alors, je me permets de faire une analogie qui est peut-être mauvaise. On voit bien dans le monde vivant le rôle du hasard dans l'évolution du monde vivant et son rôle très inventif aussi. Et donc, je voudrais savoir si on peut parler d'une inventivité du hasard complètement intégrée à une nécessité, selon la formule vieille de Démocrite, l'univers n'est jamais que le fruit du hasard et de la nécessité. D'accord. Voilà. Oui. Je vais l'exprimer autrement, vous allez me dire si vous êtes d'accord, c'est-à-dire le fait qu'il y ait du hasard dans l'évolution, je le traduirais en disant que les phénomènes qui sont rares, c'est-à-dire qui sont dans les queues de la probabilité, premièrement se produisent et deuxièmement ont une influence importante. C'est-à-dire, par exemple, les mutations, parce qu'on reçoit un phénomène cosmique. Évidemment, les mutations génétiques sous l'effet d'un rayon cosmique, par exemple, ont un effet extrêmement important en biologie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue ? La réponse est absolument oui, mais on l'analyse rarement de cette manière. Mais en physique, je vais vous donner un exemple. Quand on regarde ce phénomène qui s'appelle la turbulence, c'est un comportement assez bizarre de l'écoulement des fluides qu'on a mis très longtemps à comprendre. Et on s'est aperçu un jour qu'une certaine propriété de la turbulence qu'on ne comprenait pas était entièrement due à l'existence de phénomènes qui sont dans les queues de probabilité, c'est-à-dire qui se produisent très très rarement, mais qui malgré cette rareté ont une influence importante. Je crois que ça répond un petit peu à ce que vous mentionnez. Et bon, je vois que le temps tourne, donc j'ai pas le temps de répondre en détail. Mais quand on s'intéresse à la formation des galaxies, on regarde ça d'un point de vue statistique aussi. Et il est évident que les événements rares sont par exemple des événements qui vont
conduire à la formation de galaxies beaucoup plus grosses que les autres, et ces galaxies beaucoup plus grosses que les autres vont avoir une influence dynamique absolument prépondérante. Bon, je donne qu'un exemple parce que j'ai pas le temps, mais la réponse est très nettement oui. Mais encore une fois, c'est pas pour autant qu'on arrive à donner une bonne définition du hasard, ni en cosmologie, comme vous l'avez compris, mais je crois que je pourrais dire la même chose en physique, mais ça serait un autre exposé, et je ne crois pas qu'on va m'en laisser la possibilité aujourd'hui. Merci Marc Lachaiseret. Alors, tu t'es demandé s'il y avait du hasard dans l'évolution cosmique, mais en fait, tu n'as pas réellement répondu à cette question, tu as plutôt voulu montrer... Tu t'es plutôt demandé si ça avait un sens de parler de hasard dans l'évolution cosmique. Comment quantifier, en l'occurrence, ce hasard? Et tu nous as montré que c'est un terrain véritablement glissant. Et je crois que tu as mentionné en fait 3 dangers. D'abord, le premier danger, c'est comment on peut appliquer la notion de hasard, comme tu l'as dit, à un seul objet, en l'occurrence l'univers. On peut appliquer le hasard à de nombreux objets comme les systèmes planétaires, par exemple, que l'on peut dénombrer, mais l'univers, il n'y en a qu'un, et c'est difficile donc de lui affecter de multiples probabilités. Bon. Alors ça conduit assez directement à un deuxième danger, qui est celui des univers multiples. Et alors là, ça pose des problèmes d'interprétation difficiles, puisque tu dis qu'il y a une confusion entre les personnes qui... parlent d'univers multiples dans le cadre de la cosmologie et les personnes qui en parlent dans le cadre de la mécanique quantique et notamment par exemple de la théorie d'Everett. Et donc les problèmes d'interprétation se mélangent. Tu parlais d'affreux mélange et donc on est conduit à dire des bêtises. Et puis le troisième danger, je crois, c'est ce que tu disais en introduction, le sens qu'il y a à parler d'un univers comme un tout. Alors néanmoins, depuis l'avènement de la relativité générale, on peut considérer l'univers comme un tout et on peut lui poser des questions dans ce cadre précisément. Et ces questions reviennent en fait à s'interroger sur la nature de l'espace-temps. On commence, comme tu disais, à trouver des réponses sur l'âge de l'univers, sur l'expansion. Mais ces réponses, qui sont partielles, engagent elles-mêmes de nouvelles questions, on pourrait dire des méta-questions au-dessus de ces questions sur l'espace-temps lui-même, qui sont du type pourquoi a-t-on telle ou telle valeur dans l'univers pour telle ou telle constante, ce qui amène à se demander si ces constantes-là avaient d'autres valeurs, à quoi ressemblerait l'univers. Alors on peut bien sûr faire appel pour répondre à ces questions à des principes comme le principe anthropique. Tu faisais déjà la critique dans ton exposé, c'est une critique que tu as réitérée après la question de monsieur en disant que ça peut être nuisible de faire appel à ce principe dans la mesure où en réalité il ne peut pas être invoqué comme preuve. Alors on peut voir la question autrement, tu l'as dit, en se demandant si on peut introduire le hasard dans l'évolution et se demander s'il est possible de donner un sens au hasard dans l'évolution cosmique. Et pour cela, tu as distingué le hasard classique et le hasard quantique. Le hasard classique, lui, conserve les probabilités et donc conduit à des certitudes sur l'évolution globale du système. Tu as parlé par exemple de thermodynamique. Mais cette évolution est déterministe et on ne peut pas appliquer le hasard classique à l'univers dont on cherche à rendre compte d'une évolution indéterministe. Alors, on peut faire appel peut-être au hasard quantique, du moins on peut se demander si c'est possible, qui ne conserve pas les probabilités, mais on est tout de suite amené au problème d'interprétation inhérent à la mécanique quantique et notamment au problème du déterminisme, qui n'est pas un des moindres, et qui se surajoute au problème de la gravitation qui, comme on le sait, est très difficile à concilier, à marier avec la mécanique quantique. Donc comment la physique quantique pourrait-elle intervenir dans l'évolution de l'univers, du cosmos? C'est une question qui reste ouverte aujourd'hui. Certains physiciens suggèrent de passer donc à cette description quantique, mais la mécanique quantique, comme on le sait, est une théorie très étrange. Alors comment cette étrangeté pourrait se traduire dans le cadre de l'univers à grande échelle? C'est une question délicate. Et puis, malgré tout, cela conduit aujourd'hui à des recherches très actives en gravitation quantique, un sujet dont tu es par ailleurs spécialiste. Donc, nous ferons d'autres congrès Time World pour tâcher d'apporter de nouvelles réponses à ces questions, on l'espère. Je termine en disant que tu as mentionné 2 autres conférences de Time World, celle de Raphaël Lachaiseret et Hervé Svirn.
Sachez que si vous n'avez pas pu assister à ces conférences, eh bien, ce n'est pas grave, car elles seront toutes disponibles sur YouTube dans les semaines à venir sur la chaîne Ideas in Science. Et puis, en attendant, je vous propose de retrouver Marc Lachaiseraie en dédicace de son livre L'âge de l'univers, juste au-dessus. Merci beaucoup.